Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le capitaine Traoré, chef de l'État burkinabé, accuse la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser son pays, le Burkina. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Encore une fois, bienvenue, c'est le Grand Talk. On démarre tout de suite. Émission de la semaine et nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Tout aussi nombreux ici en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Merci de votre fidélité à ce programme. Daouda nous accompagne ce soir. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir la team, bonsoir chez vous. Nous accompagne ce soir dans cette émission notre chroniqueur, Monsieur Innocent Gandhi Koué. Bonsoir Monsieur Bonsoir Koué. Christelle. Merci d'être là. Et bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à la team. Puis je voudrais commencer par un mot en fait triste parce qu'on a perdu en fait un ancien joueur, Zagoli Golier. Je voudrais en fait m'incliner en fait sur ces 10 condoléances à tous ses parents, à toute sa famille. Zagoli Golier, donc ancien gardien des éléphants de Côte d'Ivoire, mais également de l'Africa Sport. Merci beaucoup Monsieur Koué. Alors messieurs, à l'entame de ce temps d'antenne, je vous le disais, le capitaine Traoré, chef d'État burkinabé, accuse notre pays et le Bénin de vouloir déstabiliser son pays, le Burkina Faso. Donc il a annoncé cela lors d'une grande session, on va dire le grand oral qui a eu lieu donc le jeudi 11 juillet devant ses populations. Et il estime qu'Abidjan hébergera un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Et il va plus loin, il dit « Nous montrerons des preuves physiques ». Daouda, lorsque vous entendez de tels propos assez graves quand même contre la Côte d'Ivoire, quelle est la réaction que vous avez? En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a encore 2 mois de cela, je vous disais qu'il fallait sauver le soldat Ryan, pour ne pas dire le soldat IB. Sauver le soldat IB, voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homme est cohérent, il est dans sa démarche, c'est toujours la même chose. Parce que, pour ma part, quelqu'un qui a déjà tenu des propos qui se détachent violemment de la vérité peut dire encore une autre chose qui se détache encore plus de la vérité. Pour rappel, vous souvenez-vous que M. Ibrahima Traoré avait dit devant la même foule chauffée à blanc que la Côte d'Ivoire avait coupé l'électricité au Mali, espérant que les Maliens se révoltent. Il avait encore des preuves. Finalement, on s'est rendu compte que c'était des fadaises. On n'a rien vu, oui. C'était du mensonge, ce n'était pas la vérité. Donc, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit maintenant? Des contre-vérités, oui. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit aujourd'hui est vrai? Nous attendons ces preuves. Mais je vois en fait les gens parler ça et là, il a dit ça, donc on attend, que dit l'État ivoirien, tout et tout. En matière de droit, celui qui doit apporter la preuve, c'est celui qui porte l'accusation. C'est Ibrahim Traoré qui a porté l'accusation, qu'il donne les preuves de ce qu'il vient d'annoncer. Ça, c'est la première chose. Mais dans mon fond, mon propre commentaire, c'est qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré est incapable. Incapable de faire face aux besoins les plus primaires du peuple burkinabé. Et sincèrement, je regarde ces caméras, je n'ai rien contre le peuple burkinabé, mais j'ai un problème avec la politique et la gestion d'Ibrahim Traoré. Parce que quand il dit « donnez-moi 6 mois pour gérer ce problème-là », et que... Quel problème déjà? Le problème de l'insécurité au Mali face au djihadisme. Au Burkina. Au Burkina. Que tu es incapable de régler le problème des Burkinabés. Tu es incapable de faire face à la question de la vie chère. Tu es incapable de faire face aux problèmes sociopolitiques et économiques de ton pays. Et que dans ta propre armée, les gens même t'en veulent. Mais il faut que tu trouves un problème dans un problème. Ibrahima Traoré, chaque mois, va créer un problème dans un nouveau problème. Comme pour parler, comme en Zouglou ici, il faut noyer le poisson dans son eau. Très bien, on reviendra. Traoré est en train de faire. Il a tout simplement fait du Ibrahima Traoré. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On reviendra justement sur ce que vous avez dit, noyer le poisson dans l'eau. On reviendra pour mieux comprendre. Barry, quelles sont les accusations, de façon concrète et spécifique, qu'il aurait contre le Bénin, avant de regarder la réaction du gouvernement ivoirien? Pourquoi la Côte d'Ivoire et le Bénin, selon vous? Bon, écoutez, les pays frontaliers exactement du Burkina Faso et du Niger, du Mali, il y a des pays anglophones et il y a des pays francophones. Tout à fait.
Parmi les pays francophones, il y a la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et le Togo, qui est le troisième pays. Mais le Togo, bon, lui, il a une certaine relation particulière avec les régimes militaires. Donc, il reste la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et comme Daouda l'a dit tout à l'heure, le capitaine Traoré, beaucoup de personnes lui tirent dessus. Mais moi, je l'écoute quand il parle. Le capitaine Traoré est dans une logique. Laquelle? Il a fait un coup d'État militaire, dénonçant l'incapacité de son prédécesseur, qui lui aussi dénonçait l'incapacité du président Roch Kaboré à lutter contre le terrorisme. Il a promis 6 mois au Burkinabé. Roch Il a évoqué... Kaboré, oui. Non, le capitaine Non, Traoré. je disais Roch Kaboré. Oui, Roch Kaboré. Donc, il a dit au Burkinabé qu'il a besoin de 6 mois, parce que c'est une question logistique. C'est lui qui a parlé, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé. Ce n'est pas le président Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé, c'est lui qui a pris l'engagement. Ça fait 2 ans. Rien qu'à Mansilla, il n'y a même pas un mois, il y a plus de 100 soldats burkinabés qui ont péri. Et oui, ça crée le choc dans la population burkinabé. Il y a un choc. Donc, ils sont dans une logique de construction idéologique de l'ennemi. L'incapacité à gérer la question sécuritaire ne peut pas être imputée seulement aux djihadistes. Donc, ils ont besoin de prouver plus grand. De créer un Vous ennemi factice. Vous souviendra que c'était la France au début. Les Français sont partis. Ils ont quitté le Mali, ils ont quitté le Niger. Le détachement de forces spéciales qui était à Cambouense au Burkina est parti. Qui sont les pays qui entretiennent de bonnes relations avec la France? C'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Mais je veux dire que ces accusations, dans les relations interétatiques, il y a un canal pour résoudre ces problèmes. Si le Burkina a des griefs vis-à-vis des autorités ivoiriennes, il y a le canal diplomatique. Il vous souviendra qu'il y a moins de 1 ou 2 mois, le ministre de la Défense nationale de la République de Côte d'Ivoire a souhaité une rencontre avec celui du Burkina, son homologue du Burkina. Qui a eu lieu Ils déjà se sont rencontrés. Et eux-mêmes, les autorités burkinabées, ont dit que c'est sur demande de la Côte d'Ivoire. Donc, un État qui veut te déstabiliser, je ne vois pas quelle est la raison pour laquelle il demanderait une rencontre de discussion. Maintenant, je veux dire quelque chose. Le premier cordon sécuritaire de la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso, c'est le Sahel. Un Burkina déstabilisé, c'est toute la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire qui est en danger. Ce n'est pas notre avantage. Voilà. Il y a eu des attaques terroristes à Tieni, à Kafolo, qui sont des zones frontalières du Nord. Ces gens-là sont quittés au Mali, au Burkina. Vous avez vu quelle autorité en Côte d'Ivoire ici accuser le Burkina ou le Mali d'être responsable des attaques dans ces zones-là? Il vous souviendra que du temps du président Roch Kaboré, il y avait l'opération Komoué, qui était une coopération entre les armées maliennes, ivoiriennes et burkinabées. Et on va terminer avec vous, pour Boris, protéger les frontières. Donc le capitaine Traoré, vraiment, si c'était une autre autorité qui l'aurait tenu, on aurait dit que bon, ça passe, le président, il représente. Mais si le président même porte des accusations, le ministre Abdoulaye Diop du Mali a accusé la France de fournir de l'armement. Il est parti même à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça fait 2 ans, on n'a vu aucune preuve. Très bien, Barry. Très bien. Alors, Monsieur Koué, avec vous, je vais regarder un peu, avant de revenir à eux, la réaction du gouvernement ivoirien. L'accusation a été lancée. Pour l'instant, rien n'a été dit. Quel est votre commentaire, justement, avant de progresser sur un autre point avec vous? Je voudrais d'abord dire que je rejoins carrément Daouda, parce qu'à ce niveau-là, c'est l'accusateur qui apporte des preuves. Donc, je pense que le gouvernement attend de voir... Que le Burkina présente les preuves. Justement. Et comme l'a dit tout à l'heure Barry, je pense qu'en diplomatie, au lieu de faire du bruit, il y a quand même certains canaux pour résoudre en fait certains problèmes. Est-ce que vous sentez que le Burkina veut justement régler le problème, veut faire de la diplomatie? Non, non, bon, ça ne se sent pas, parce que déjà la sortie du premier responsable du pays, en fait, c'est déjà grave. Accuser un pays sans preuve et venir dire publiquement comme ça que les preuves viendront. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement joue toujours en fait la carte de la diplomatie, attendre pour voir comment est-ce que le pays va réagir au moment opportun. Vous avez vu le cas du Mali au début. On a été accusé ici, accusé nos soldats, mais je pense que la diplomatie a pris le dessus. Et là, je voudrais à ce niveau-là saluer déjà les autorités ivoiriennes qui ont décidé d'emprunter la voie de la diplomatie. Entre États, la voie diplomatique a toujours payé. Parce que même quand on finit de faire la guerre, on s'assoit pour discuter. Il serait mieux pour le président en fait, burkinabé en fait, de discuter jusqu'à preuve de contraire, même s'ils sont dans un pays en fait, où il y a eu un désordre, je pense que les relations ne sont pas rompues.
Voilà, donc je pense que j'invite en fait le président burkinabé, les autorités burkinabées à opter pour la diplomatie, afin qu'on puisse en fait éviter ce genre d'accusation. Parce qu'en fin de compte, sans preuve, ça fait ridicule. Voilà. Très bien. Daouda, l'attitude du gouvernement ivoirien, comment vous le jugez? Parce que ce n'est pas la première sortie du capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu d'autres propos, d'autres accusations, mais notre gouvernement n'a rien dit, ne dit rien. Et on continue, mais il continue encore ces accusations. Comment est-ce que... Quel commentaire cela appelle de vous? Je vais vous donner une image, Christelle, une allégorie. Quand les enfants jouent dans la boue, quand vous, la grande personne, vous vous approchez de cette boue avec les enfants, ne vous étonnez pas qu'on vous éclabousse. Qui seraient les enfants et qui sont ces grandes personnes? Oui, mais le président, le putschiste Ibrahim Traoré est un enfant qui joue dans la boue. C'est pas trop dur ça, Daouda? Oui, mais c'est un fait. C'est un chef d'État. Oui, mais c'est un fait. C'est un fait. Et le président Alassane Ouattara étant un président responsable, le président béninois étant un président très responsable, vous voyez qu'il ne rentre pas dans ce jeu avec lui. Parce que lui, la seule chose qu'Ibrahim Traoré ne connaît, ce n'est que la violence, ce n'est que la force. Barry vous disait tout à l'heure, il y a des canaux qui existent. La première des choses qu'Ibrahim Traoré pourrait simplement faire, c'était de rappeler son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Par exemple? Par exemple, c'est un canal. Pour consultation? Pour consultation. La deuxième chose qu'il peut faire, il peut aller porter plainte à la Cour internationale de justice à La Haye. Il y a des procédures. Mais quand on est un président, parce que la parole du président, c'est sacré. Un président, il ne parle pas le premier. Généralement, il parle le dernier. Parce que les propos qu'il donne, c'est irrévocable. C'est irrévocable. Et du fait de cela, c'est pour cette raison qu'il y a des services de police, il y a des services de renseignement. Avant de prendre la parole, il a les tenants et les aboutissants. Tous les rapports. Tous les rapports qui concernent le dossier avant de parler. Mais M. Ibrahim Traoré parle à l'emporte-pièce. Il parle n'importe comment. Et finalement, il met en danger toute la sous-région. Aujourd'hui, vous avez décidé de sortir de la CEDEAO. C'est votre droit, le plus absolu. Mais de vous à moi, Christelle, qui a le plus à perdre que comment on appelle ça, le Burkina ou le Mali ou le Niger soient déstabilisés? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a plus de 3 millions, voire 4 millions de Burkinabés. Mais quand le Burkina est déstabilisé, mais c'est un afflux massif de réfugiés qu'on aura ici. Comment est-ce qu'on va gérer cela? Comment l'État ivoirien va gérer cela? Moi, je pense, à un certain moment, un leader doit peser des choses. Et il y a 4 vertus majeures pour un dirigeant. Et ces vertus-là, c'est la sagesse. Après la sagesse, la justice. La justice au Burkina, je n'en parle pas parce que tous ceux qui parlent contre Ibrahim Traoré sont foutus au goulag ou vont au front. Aujourd'hui, on parle de déchéance de nationalité. Et plus rien, je parle de la force morale et de la tempérance. Mais ces 4 vertus, M. Ibrahim Traoré n'a aucune de ces vertus. Aussi le sens de la responsabilité. Et voilà. Et c'est ça, justement. Un président, quand il est responsable, vous parlez comme François Hollande en son temps, un président ne devrait pas dire ça. Très bien, on termine avec vous sur ce point. Barry, revenons à la relation Burkina-Niger. Est-ce que justement le président Ibrahim Traoré ne porte pas le challenge ou le poids de ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, parlant sûrement du pipeline? C'est vrai qu'en ce moment, le trafic a commencé, mais est-ce qu'il n'a pas porté un peu ce combat-là en parlant donc du Bénin? Qu'en pensez-vous? Bon, en partie, puisqu'ils disent qu'ils sont dans une confédération de l'AES. Je pense que quand on est dans une confédération, il y a un combat commun. Mais je veux dire que le Bénin, ce qui se passe avec le Bénin, quand même, ça me fait un peu rire. Ce que le Nigeria a fait subir au Niger, le Bénin n'a même pas fait le 1/10. Pourquoi il n'accuse pas le Nigeria de déstabilisation? C'est parce qu'il y a une réponse en face. Laquelle? Non, l'influence, la puissance géopolitique qu'a le Nigeria, ce n'est pas le Bénin. Il vous souviendra que les autorités maliennes de transition ont accusé les autorités algériennes de déstabilisation. Quand l'armée de libération populaire de l'Algérie a déployé 35 000 hommes à leurs frontières, avec des manœuvres aériennes, des groupes de combat tactiques, mais tout est rentré en ordre. Vous en prenez à des gens peut-être qui ne sont pas dans disposition de parler le même langage que vous. Oui, le Bénin est accusé de porter d'avoir donc des bases françaises pour aller attaquer voilà, le Burkina. Il y a un parlement au Bénin. Le président Talon ne peut pas abriter des soldats français chez lui sans que ça passe par l'Assemblée nationale. Le Bénin est dans des dispositions de négociation. La preuve, le président Yahi Boni et le président Nicéphore Soglo sont rendus à Niamey pour rencontrer le général Tchani en vue de vraiment concilier les points de vue. Parce que ce sont les populations de part et d'autre qui souffrent des tensions. Maintenant, revenons au cas de la Côte d'Ivoire
et du Burkina Faso. Vous savez, dans l'analyse stratégique de la géopolitique des relations internationales, il y a ce qu'on appelle la profondeur stratégique d'un État. Le Burkina et le Mali sont les profondeurs stratégiques de la Côte d'Ivoire pour diverses raisons. Raisons démographiques, à cause des populations qui vivent de part et d'autre. Raisons économiques, parce que le port autonome d'Abidjan et le port de San Pedro sont des ports relais pour ces pays-là. Donc, quel est l'intérêt stratégique que la Côte d'Ivoire a de déstabiliser le Burkina Faso? Ça ne colle pas. Et puis le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Le président Traoré passera, le président Ouattara passera. Les populations resteront, les États resteront. C'est clair. Le capitaine Traoré, et on va terminer. il est fougueux. Ça se comprend. C'est un capitaine, normalement dans une armée, c'est un officier subalterne. Il était commandant d'un régiment. Il est arrivé au palais présidentiel. Au niveau du palais présidentiel, il y a des codes. Quand vous avez des choses à reprocher à votre voisin, il faut utiliser un canal diplomatique. Mais en même temps, c'est vrai que nous sommes dans cette saison, mais la Côte d'Ivoire et le Burkina, en certains temps, se sont toujours accusés mutuellement d'être base arrière des stabilisateurs de l'un ou l'autre pays. Hein. Justement, lui-même, il l'a reconnu. Et il fait des choses très graves. Parce qu'il pointe du doigt ses prédécesseurs pour reconnaître que le Burkina a été une base arrière. C'est insulter tous ceux qui ont dirigé le Burkina Faso. Excusez-moi. Il y a des secrets d'État qu'on ne sort pas. Et je vais vous dire une chose, une petite anecdote. Le capitaine Pierre Ouedraogo, en 1987, a dit, parlant du président Félix Houphouët-Boigny, que les vieux crocodiles ou les vieux caïmans. Le président Houphouët-Boigny, en rigolant, a dit que les vieux crocodiles aiment les capitaines. Je m'arrête là. Et on s'arrêtera là justement sur ce sujet. Ceux qui ont compris. Ont compris. Dans tous les cas, c'est un dossier qu'on va suivre de très près parce que forcément, les preuves qu'il montrera, il dit qu'il montrera des preuves. On attend de voir donc ces preuves-là. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des pays frères. Et Barry a dit quelque chose de fondamental. Les présidents passeront, les populations demeureront, la terre demeurera et on est toujours liés. Merci, messieurs. Parlons maintenant de l'épidémie de dengue. Alors, le district sanitaire de Bingerville et Cocody donc, constitue l'épicentre de l'épidémie de dengue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 239 cas confirmés par test PCR. Une opération donc de démoustication dès ce vendredi 12 juillet qui s'étendra aux autres communes d'Abidjan. Pour en savoir davantage, nous recevons le professeur Ekra Kwadio Daniel, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Alors, c'est une nouvelle qui ne nous fait pas plaisir. Cocody et Bingerville. Quel est le point de situation aujourd'hui par rapport à cette épidémie de dengue dans cette commune? Merci, madame. Mon plaisir. Il y a la dengue en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas seulement la commune de Cocody. Il y a la dengue en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs districts sanitaires qui ont déclaré des cas de dengue. Seulement, le foyer se trouve à Cocody. C'est ce que nous avons dit, l'épicentre. Voilà, l'épicentre. Donc, depuis l'année dernière, il y a eu une épidémie qui a été déclarée. Il y a eu des interventions qui ont été menées pour réduire et maîtriser l'épidémie. Et depuis le mois de juin, avec la résurgence des cas, disons avec les pluies, il y a une résurgence des cas de dengue. Et l'épicentre, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trouve à Cocody. Et Cocody-Bingerville, bien sûr, parce que ici, c'est l'ensemble, les deux communes, Cocody et Bingerville, forment un district sanitaire. Quelles sont les causes, justement, de cette épidémie? Comment cette maladie-là, justement, est arrivée aujourd'hui, est revenue en Côte d'Ivoire, jusqu'à avoir un épicentre comme Cocody-Bingerville? Bon, la dengue est une maladie qui existe surtout dans les pays d'Asie et autres. Oui. Et c'est une maladie virale qui est transmise par le moustique. Ce que vous voyez, c'est le moustique blanc-noir qu'on appelle le moustique tigre. Et donc, c'est le moustique tigre. En fait, son vrai nom, c'est Aedes aegypti. Okay. Voilà. Donc, ce moustique, il existe chez nous. Et avant, il transmettait surtout la fièvre jaune que vous connaissez, pour lesquelles on a mené déjà des campagnes de vaccination. Et comme le virus, il existe ailleurs, avec les échanges avec les différents pays, donc le virus a été introduit chez nous.
Donc le moustique a la possibilité aujourd'hui de piquer des gens qui sont malades et donc de transmettre à 2 personnes qui sont saines. Et donc de cette manière, on a la réplication du nombre de cas. Et donc c'est comme ça que nous avons la dengue chez nous depuis l'année dernière. Daouda? Moi, la question que je pose aujourd'hui, comment en fait, quand on a les symptômes, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Quels symptômes justement? Voilà. Les symptômes, et quand on est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Les symptômes, c'est la fièvre. La dengue se manifeste comme le paludisme. Okay. Vous avez la fièvre qui peut aller jusqu'à 40 degrés. Vous avez les maux de tête. Vous avez des douleurs dans les articulations, des douleurs musculaires et vous êtes très, très affaibli. Voilà. Et donc, devant ces signes, si vous avez traité un paludisme, que ça ne marche pas, et que vous revenez à l'hôpital, vous allez avoir un test de diagnostic, ce sont des tests rapides qui aujourd'hui se trouvent dans tous les centres de santé et on fera le diagnostic de la dengue. Et donc, devant les signes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. C'est d'aller à l'hôpital pour qu'on puisse faire le diagnostic différentiel entre le paludisme et la dengue. La plupart du temps, on est malade, on traîne à la maison, on se dit c'est un petit palu, on va à la pharmacie, on prend les médicaments, on n'est pas guéri. Il faut aller à l'hôpital, c'est seulement à l'hôpital qu'on pourra faire le diagnostic. Très bien. Barry? Professeur, quels sont les risques encourus par les malades de la dengue? Les risques, c'est qu'on peut décéder de dengue. Oh. Oui, on peut décéder de dengue. Il y a des formes mineures. La plupart du temps, ce sont des formes mineures, mais ça peut évoluer vers le décès. Généralement, quand il y a les complications avec les signes hémorragiques, parce que c'est comme ça que ça évolue, on peut avoir la fièvre, toutes les douleurs que j'ai citées, mais l'évolution va se faire vers des complications, notamment des signes hémorragiques qui peuvent emporter le malade. C'est-à-dire hémorragie interne ou externe? Interne et aussi externe, qu'on peut aussi, notamment les saignements du nez, on peut avoir, voilà. Pour les cas détectés en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a déjà eu un cas de décès? Oui, il y a eu des cas de décès, mais on pense que même les cas de décès sont sous-notifiés, puisque les gens ne viennent pas à l'hôpital, ne viennent pas faire le diagnostic. Donc, pour moi, je pense que les cas de décès sont sous-notifiés. Justement, d'où l'intérêt de ce plateau, pour que les populations fassent le distinguo entre le paludisme et la dengue. Voilà. Monsieur Koué? Professeur, moi, ce que je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un état alarmant avec les chiffres? 239 cas, est-ce qu'on peut dire à péril à la demeure, ça va? Et ce que je voulais savoir, est-ce que la dengue, c'est une maladie de quartier UP? Parce que quand je vois Coco dit quand même, vous n'avez pas cité certains quartiers, donc je dis, est-ce qu'on peut, la dengue, qui a la dengue? Voilà, la dengue, tout le monde peut avoir la dengue. Tous les quartiers. Et je peux dire qu'il y a péril quand même. Il y a déjà 239 cas confirmés. Je peux même dire que ce sont des cas sous-notifiés. C'est ce que nous avons vu dans le système de santé. Il y a même eu des décès. Or, la vie d'un individu est importante. Voilà. Donc, nous devons tout faire pour éviter qu'il y ait des cas de dengue. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui en train de mener les opérations de moustication. Et je l'ai dit, c'est le moustique qui est responsable de la transmission de la maladie. Donc le ministère adulte, il faut pouvoir l'éliminer pour protéger et interrompre la transmission. Est-ce que la consigne, par exemple, de salubrité pour les populations rentre en ligne de compte justement dans la lutte contre cette maladie-là? Bien sûr, la salubrité. Et aujourd'hui, dans la lutte contre la dengue, il y a 2 aspects. D'abord, la démoustication, vous allez voir les véhicules qui vont sillonner dans les quartiers, pulvériser. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est la reconnaissance de tout ce qui permet aux moustiques de se développer. C'est cela. Voilà, c'est ce que nous appelons les gîtes larvaires. C'est-à-dire que c'est la maternité, on dirait, qu'on appelle des moustiques. Des larves, voilà. Des larves, voilà. Donc il faut pouvoir les éliminer. C'est simplement, par exemple, des ustensiles qui sont chez vous. Vous laissez de l'eau, des petites quantités d'eau dedans. Vous revenez au bout de 3-4 jours, une semaine, vous allez voir que les larves sont dedans. Et après, ce sont ces larves-là qui vont se développer en moustiques adultes. Donc, il faut éliminer tout cela. On a même simplement quelque chose de façon à nous dire, vous faites des briques. Et puis les briques, il y a des creux dans les briques, il y a de l'eau. Quand si l'eau reste dedans pendant quelques semaines, les moustiques vont pondre et qu'on appelle se développer. Et ces moustiques-là vont
pouvoir transmettre la maladie. Donc on touche vraiment les habitudes des citoyens. C'est les habitudes des citoyens. Donc en fait, il y a une pulvérisation qui va avoir sur l'ensemble de la commune d'Abidjan, mais qui a démarré aujourd'hui, on vient de lancer tout à l'heure, mais qui va s'étendre. Mais ce qu'on va demander à la population, c'est de s'engager elle-même dans cette lutte, dans le cadre de la lutte antivectorielle. Reconnaître tout ce qui est gîte, tout ce qui est récipient qui peut contenir de l'eau et qui peut donc héberger les moustiques. Mais en même temps, ce que vous mettez dans les produits pour la démoustication, sont-ils nocifs pour le corps humain? Non. Non, très bien, c'est rassurant. On a pulvérisé tout à l'heure, je viens de Caféier 8 où on a démarré l'opération. C'est devant nous que ça a été pulvérisé. On a même demandé aux familles d'ouvrir les portes et fenêtres pour que le produit puisse rentrer dans les foyers et détruire les moustiques adultes. Voilà, donc ce sont les consignes que nous donnons à la population. Ce n'est pas un produit nocif à l'échelle de ce qui se passe actuellement. Très bien. Monsieur le directeur, moi, ma question peut être peut-être un peu idiote, disons-le clairement. Il n'y a pas de question idiote, Daouda. Parce que quand on utilise les insecticides qu'on nous vend dans les grandes surfaces, on a l'impression que ça n'a vraiment pas d'effet. Oui. Finalement, le vôtre a beaucoup plus d'effet que les insecticides qu'on connaît dans les grandes surfaces. Est-ce que serait-il possible que vous nous donniez au moins la formule? Ou bien si on peut aller l'acheter chez vous pour le pulvériser, ce serait pas mal, non? Effectivement, vous voyez, quand vous utilisez l'insecticide, c'est dans votre petite maison. Les moustiques volent. Vous avez fini de traiter chez vous. Avant même que la nuit ne tombe, les moustiques même du voisin sont encore revenus chez vous. Or là, la pulvérisation que nous faisons, c'est une pulvérisation à grande échelle. Donc, c'est à travers tous les quartiers pour pouvoir détruire disons, les moustiques. Monsieur, vous savez pourquoi je dis cela? Oui. Parce que les insecticides de grande surface, je ne parle pas pour tout le monde, je parle pour moi. Généralement, moi, ça m'agresse. Personnellement également. Oui, personnellement, ça m'agresse. Or, ça, j'ai déjà assisté à ça quand j'habitais encore le quartier Colombie, derrière Sokosé. On l'a pulvérisé, j'ai rien eu, c'était vraiment bien. C'est vrai que ça fait tousser un peu, c'est de la fumée. Et puis mais après, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on ne peut pas mettre au moins des petites quantités à la disposition du public, quoi? Non, ce qu'on va demander aux habitants, c'est de pouvoir éliminer les gîtes. Parce que ça, ce que nous sommes en train de faire, c'est ponctuel. C'est-à-dire qu'on va tuer les moustiques adultes, mais la pulvérisation ne tue pas les larves. Donc les larves vont se développer, vont devenir adultes, vont piquer et transmettre la maladie. Donc il y a une action, il y a une synergie dans l'action qui doit se mener. Pendant qu'on est en train de pulvériser, il faut que la population elle-même s'engage à reconnaître les gîtes. On ne fait que passer les messages, d'éliminer tout ce qui est flaque d'eau, d'assécher les flaques d'eau, de curer les caniveaux, d'éliminer tout ce qui est ustensile qui peut contenir de l'eau. Même, vous voyez, aujourd'hui, on utilise les pneus usagés comme des éléments de décoration. Mais quand le trou qui est dedans, vous allez voir qu'il y a toujours, quand il pleut, il y a un peu d'eau, et les moustiques vont pondre dessus, et c'est ça qui va créer les problèmes. Les vulcanisateurs, par exemple, ils utilisent ces pneus-là pour qu'on puisse reconnaître que c'est là qu'on peut changer le pneu. Mais c'est un danger. Donc tout cela, il faut qu'on puisse éliminer. C'est vrai qu'on le dit, ce que la population attend, c'est la démoustication. Mais ça, ce n'est qu'une étape. Ce qui va nous permettre véritablement d'éliminer les moustiques, c'est notre action de chacun d'entre nous. Très bien. Alors, le système, Daouda, permettons à Barry de poser une question et après je poserai une autre. Je voulais savoir, pour un malade qui vit dans une famille, quel est le niveau de contagion? Le même moustique qui a piqué le malade, n'est-ce pas, peut aller piquer aussi, puisqu'il est infecté. Il peut piquer le malade, prendre le sang du malade et puis aller piquer un autre. Donc, disons, il y a un risque pour l'ensemble de la population. Lorsque vous avez quelqu'un qui est malade chez vous, il y a le risque que pourquoi est-ce que le moustique piquerait le seul malade et ne piquerait pas les autres? Donc tout le monde est à risque. Ce n'est pas les moustiques seulement. Ce n'est pas les moustiques. On ne peut pas transmettre ni par la toux, comme la Covid et autres. C'est le moustique qui est le vecteur. C'est le moustique qui pique une personne malade
prend son sang et va piquer une autre personne et lui transmet la maladie. Monsieur le directeur, justement, la question de Barry me fait penser à la réaction concrète que le ministère a mis en place. Lorsque vous constatez que vous êtes malade, 1 à 2 semaines d'hospitalisation, je crois, quand le cas devient sévère, est-ce qu'automatiquement, lorsque vous êtes dépisté, il vous faut vous isoler? Comment ça se passe concrètement? Vous retournez en famille? Vous retournez en famille parce que, on va pas vous garder à l'hôpital, mais il faut vous mettre sous moustiquaire imprégné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le moustique aussi, le Aedes, celui-là, lui, il pique plutôt entre 16h et 20h. Et pourquoi? Ah, mais c'est comme ça que lui il se comporte. Il y a d'autres moustiques aussi qui vont piquer dans la nuit au moment où vous dormez, surtout le moustique du paludisme. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'on vous demande de prendre, par exemple, le soir, dans l'après-midi, si vous êtes dans votre jardin, et comme mon frère m'a demandé si c'est une maladie de cocodie ou d'ailleurs, vous êtes dans votre jardin, portez des manches longues, protégez-vous pour ne pas que le moustique vous piquer. Vous pouvez utiliser aussi les repulsifs. Tous ces éléments-là peuvent permettre d'éloigner ces moustiques. Mais justement, les repulsifs, on en parlait, tout le monde ne supporte pas. Moi, par exemple, je ne supporte pas du tout ce qui est vendu en supermarché. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est que surtout, vous voyez, regardez Cocody. Quand vous regardez Cocody, c'est pratiquement un champ de bananiers. Regardez bien. Oui, à Cocody, partout où il y a un petit espace, on a mis des bananiers. Or, lorsque le bananier sort ses feuilles, il y a un creux. Voilà, c'est ce qu'on appelle les plantes engainantes. C'est comme l'arbre du voyageur. Et c'est dans ce creux-là que les moustiques vont pondre. Que le tigre, et qui vont se développer. Ce que nous devons faire, c'est de ne plus donner de logis aux moustiques. Voilà. Là où il peut se développer, il faut le détruire. S'il n'a plus d'endroit pour se développer, les adultes vont mourir. Après, vous êtes tranquille. Donc, c'est pour ça qu'il faut que chacun regarde chez lui. Qu'est-ce qui peut héberger le moustique? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que le moustique se développe et l'éliminer et vous saurez la paix? Très bien. Pour terminer, on rappelle que, justement, vous êtes le professeur Ekra Kwadio Daniel, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Et vous êtes là pour parler donc de cette maladie dont l'épicentre est Cocody-Bingerville. La consigne première là, aux populations, pour terminer, ce serait quoi pour vous? La consigne première, c'est d'abord dans le cadre de cette opération de moustication qui va s'étendre sur l'ensemble des communes d'Abidjan, c'est que les personnes puissent adhérer à cette opération, qu'ils ouvrent leurs fenêtres au passage donc, des camions pour que le produit puisse entrer dans les maisons. Deuxième consigne, c'est que les populations adhèrent à cette opération de lutte antivectorielle. Ce que nous disons d'éliminer tout ce qui est lieu de reproduction des moustiques. Je pense que c'est la consigne que le ministère de la Santé donne à l'ensemble de la population pour lutter contre la dengue. Merci d'être venu. Merci, madame. Merci pour l'effort que vous faites aussi de nous permettre de passer le message pour que la population sache ce qu'elle doit faire pour lutter contre la dengue. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir. En tout cas, alors, pour parler maintenant d'avancer dans notre agenda, nous allons vous dire, voilà, merci beaucoup. Okay, merci. Merci d'être venu. Alors, monsieur May Keila Sarr, bonsoir, merci d'être avec nous. Monsieur André Granger, pardon, je vous ai confondu. Alors, avec vous, on parlera de Jorisque. Jorisque, de quoi? Pourquoi Jorisque, en fait? Bon, bonjour. Bonsoir. C'est pas grave. Bonjour. Avec les subtilités africaines. Oui. Et les Jorisques, ce sont les journées du risque industriel et écologique, en abrégé Jorisque. Et ce sont un salon, un forum, un cadre d'échange pour échanger sur les risques industriels et sur leurs conséquences sur notre environnement, sur l'écologie. Et c'est un prétexte pour rechercher des solutions et des synergies entre le monde industriel, le développement industriel et le développement durable et les conditions de vie décentes pour les populations. Donc nous sommes à la 2e édition et c'est un cadre qui s'adresse à tous les professionnels de la gestion des risques, parce que moi-même je suis risk manager, je suis risk manager certifié, de la gestion des risques, des assurances, des banques, mais également à tous les professionnels du secteur de l'environnement, de l'écologie, des eaux et forêts, et tous ceux qui contribuent à la transition écologique. Très bien. Daouda? Moi, ce que je veux savoir, Jorisque est à la 2e édition.
Je n'ai pas assisté à la première édition, mais maintenant que j'en entends parler. Donc concrètement, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait tic dans votre tête pour que vous pensiez à ces journées risques? Bon, à l'origine, nous avons tous nous avons déjà des forums de risk management, si divers genres de risques. Mais là, nous avons eu des catastrophes environnementales en Côte d'Ivoire, quand même, comme le Probo Koala, qui nous a beaucoup marqué. Et plus récemment? Bon, pour coller à l'actualité. Parce que vous êtes allé très loin. Voilà, pour coller à Alors qu'on avait l'actualité, quelque chose à nous côté, avons le déversement d'un métal lourd qui est très, très toxique, qui est le cyanure, et qui a été déversé d'un fleuve ivoirien qui est le Cavali par une compagnie minière, de manière accidentelle. Mais vous savez, aujourd'hui, depuis 2 siècles, le développement économique est lié au développement industriel. Alors que le développement industriel, de par la nature même de l'industrialisation, ça produit des périls, ça produit des risques. À tout moment, tout peut arriver, le pire peut arriver. Comme ce qu'on a connu. Comme ce qu'on a connu, par exemple. Vous voyez, vous êtes dans une mine d'or, vous avez besoin de métaux lourds. Les métaux lourds permettent d'isoler l'or, donc d'empêcher une certaine manipulation. Donc c'est quelque chose qui est important dans le process. Mais leur manipulation n'est pas facile, n'est pas aisée, comme tout produit corrosif, comme tout produit dangereux. Donc là, il y a un déversement. Et les juristes, par exemple, se proposent de trouver des solutions en amont. Des solutions en amont pour prévenir ces risques. Mais notre particularité, c'est de chercher des financements. De chercher des financements et puis de regarder le côté business. Parce que nous avons tout un environnement, pour me répéter, tout un écosystème dans le milieu de l'environnement. Vous avez des métiers de l'environnement, vous avez des cabinets d'études, vous avez des cabinets de certification, vous avez des risk managers, vous avez des dépollueurs. Donc tout cela, c'est le cadre de se rencontrer et puis trouver ensemble, voilà, échanger, donc faire du business aussi, mais également trouver des synergies, donc des complémentarités entre les divers acteurs. J'ai oublié les tutelles, qui sont le ministère de l'Environnement, le ministère des Eaux et Forêts, et même dans un certain cadre, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Très bien. Alors, mon point est celui-ci. Est-ce que vous pensez que vos journées, les journées des risques industriels et écologiques, portent du fruit en Côte d'Ivoire? C'est la 2e édition, on ne vous en demandera pas plus. Mais en même temps, quand on voit un peu l'impact de l'exploitation clandestine des minerais, et comment est-ce que ce minerai-là, justement, est extracté? C'est-à-dire il est pris avec souvent de façon archaïque et traditionnelle, basique scolaire. On voit des personnes avec des mains, sans protection, et qui mettent à mal non seulement l'environnement, mais leur propre vie. À ce moment précis, qu'est-ce que vous comptez faire? Au-delà du business, au-delà des rencontres, au-delà des B2B, B2C, comment est-ce qu'on impacte les régions ivoiriennes qui sont impactées par ce phénomène-là? Bon, il faut dire que, vous savez, le changement des mentalités, c'est un chantier de longue haleine. C'est un chantier qui peut s'étaler sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et du jour au lendemain, les populations ne sont pas sensibilisées même à leur propre environnement. Ça, il s'agit des populations. Les professionnels même, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des exploitations minières et extractives, nous avons des codes normatifs les plus stricts au monde. Et même hier, par exemple, pour aller un peu loin de votre question, nous avons parlé du Code de l'environnement. Le Code de l'environnement a été remanié. Et donc, c'était une occasion aussi hier d'en parler et de faire la sensibilisation. Donc, il y a une sensibilisation des populations à faire, pour que les populations soient elles-mêmes leurs propres protectrices d'abord, avant que l'État en amont vienne. Il y a un travail à faire au niveau des professionnels. Vous avez parlé des miniers, vous avez parlé de l'orpaillage clandestin. Et il y a un travail aussi à faire au niveau de tout ce qui est coercitif. Donc tout ce qui est autorité de régulation et puis force de l'ordre. Mais ça met du temps. Nous avons fait la première édition, nous avons fait des propositions au ministère du tutelle. Vous les invitez à vos journées? Oui. Ceux qui exploitent par exemple le minerai en Côte d'Ivoire de façon légale, est-ce qu'elles participent ces entreprises à vos journées? On peut dire que hier, on n'a pas senti leur présence massive. Elles ont été invitées? Elles ont été invitées. Et elles le seront toujours. Parce que nous ne sommes pas dans un... En fait, l'esprit des juristes, c'est d'éviter la confrontation. C'est-à-dire, nous cherchons un cadre. Parce que vous voyez que la Côte d'Ivoire est en train de devenir une puissance minière. Donc, économiquement, c'est bon pour le pays, c'est bon pour la population. Justement. Voilà. Mais, pendant que vous devenez une puissance minière, une puissance pétrolière, il ne faudrait pas aussi que le cadre de vie des populations,
l'environnement des populations et surtout l'héritage que nous allons donner à nos enfants soit impacté. Donc c'est la recherche de ces solutions ensemble que nous faisons au travers des juristes. Et ça prend du temps. Très Donc, bien. nous sommes à la 2e édition. Il y aura une 3e édition. Je vais finir sur votre question. Nous avons prévu également, nous avons prévu également de faire des juristes régionaux. Ah. Voilà, des juristes régionaux. Et nous allons démarrer certainement en fin d'année, mais encore plus l'année prochaine, avec la désignation de 3-4 régions de la Côte d'Ivoire, avec des risques particuliers, industriels, écologiques à ces régions-là, sur lesquels nous allons travailler avec des acteurs locaux et nationaux. Très bien. Mais en tout cas, merci d'être venu. C'est une thématique hautement importante, mais le temps ne nous donnera pas la capacité de le développer. Mais en tout cas, bravo. Déjà pour l'initiative de régionaliser les juristes. Je rappelle que vous êtes monsieur André Granger. Non, André Granger. André Jean Granger. Granger. Donc j'ai dit ça. Non, mais ça va me porter chance. Vous êtes risque manager certifié commissaire général de Journée des risques industriels et écologiques. Merci infiniment. Je rappelle que c'est le 10 juillet 2024 à l'auditorium donc de la C'était avant-hier à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie. Très bien, voilà. Avec l'accord des tutelles Très bien. et de tous les acteurs de la salubrité et puis de l'environnement. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Nous parlerons avec qui? Avec les conseillers municipaux de Côte d'Ivoire qui ne sont pas contents de leur traitement. À tout de suite. Bienvenue dans la seconde partie de ce temps d'antenne. Les conseillers municipaux en Côte d'Ivoire ont droit à une indemnité de transport de 10 000 francs CFA après chaque réunion. Or, il y a 4 réunions donc dans l'année. Cela fait un total de 40 000 francs CFA. À part les 10 000 francs, ils n'ont droit à rien. Exceptionnellement, si vous êtes choisi pour présider un mariage, en fonction de la mairie, vous avez soit 50 000, 30 000 ou autre. Pour en parler, nous recevons donc M. Mekelassar. Ils ne sont pas contents. Il est donc conseiller municipal de la commune de Koumassi et président de l'ANACOM-SI. UNACOM-SI. Monsieur le Président, que disent les textes en la matière? Allons d'abord sur ce que disent les textes et ensuite on verra ce que vous demandez. Allez-y. Merci pour l'occasion que vous offrez aux conseillers municipaux de Côte d'Ivoire, à travers ma modeste personne, de prendre la parole à cette émission. Pour revenir à votre réponse, les conseillers municipaux dont la loi a été prise en 1980, qui est la loi numéro 80-1180 du 17 octobre 1980, relative à l'organisation municipale. Et à cette loi, il y a un décret d'application qui a été pris en 1995, qui est le décret numéro 95-842 du 6 octobre 1995, précisément en ses articles 9, qui stipule que les conseillers municipaux ont droit à une indemnité de transport de 10 000 francs après chaque réunion du conseil. Or, dans une année, il y a 4 conseils. Donc ça fait 40 000. Par conséquent, les conseillers municipaux ont droit à 40 000 francs annuellement. Or, en 2012, il y a une loi qui a été prise pour abroger la loi de 1980. Or, à cette loi devait être ajouté un décret qui devait être pris. Jusque-là, le décret n'a pas encore été pris. Malgré que la loi de 1980 soit abrogée, elle continue d'être appliquée parce que nous continuons de recevoir 10 000 francs après chaque réunion du conseil. Daouda? Moi, j'ai une grosse inquiétude, en fait. Laquelle, Daouda? Mon inquiétude, c'est la suivante. C'est que techniquement, je me dis que quand je vais dans un conseil municipal, c'est parce que j'ai envie de participer à la vie de ma communauté. J'ai envie de participer au développement de ma communauté. Bien sûr. Donc, pour moi, participer à la vie, par exemple, de la commune, la belle cité de Tiémé, qui est mon village, c'est un sacerdoce. Est-ce que je dois attendre un salaire On ne de devra cela? pas vous payer pour ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que j'ai dit, en fait. Donc, je me dis, pourquoi aujourd'hui? Parce que quand il y a élection municipale, on voit tout le monde courir d'entrer sur les listes électorales. Je ne sais pas qu'est-ce qui, finalement, s'ils estiment qu'ils ne sont pas payés, pourquoi ils y vont? Pourquoi on est sur la liste? Ouais. Très bien. Il estime que c'est un sacerdoce, que vous voulez être là parce que vous aimez la commune. Par exemple, vous êtes à Koumassi, vous aimez Koumassi. Moi, je suis de Tiémé. On ne devrait pas vous payer pour ça, juste pour l'amour voilà, de la patrie. C'est vrai que nous aimons tous la Côte d'Ivoire, mais un conseiller municipal, comme il a parlé de Tiémé, parce que dans notre union, nous avons
Quelqu'un de bon Tchémé? nombre de conseillers qui siègent au bureau exécutif qui sont des Tchémés. Mais dans le fonctionnement des conseils municipaux, dans les conseils municipaux, il y a des conseillers résidents et des conseillers non résidents. Celui qui vit à Abidjan, qui est conseiller municipal à Tchémé, qui quitte Abidjan pour aller à Tchémé, pour aller faire un conseil municipal, c'est le transport il va prendre des véhicules de transport. S'il ne prend pas des transports en commun, il prendra certainement son véhicule. Mais il faut qu'il mette du carburant pour se rendre à Tchémé. Justement, il dit que justement tout ceci fait partir de l'amour de la nation. Mais au-delà du sacerdoce, le coût de la vie. C'est cela. Le coût de la vie aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Celui qui a simplement son salaire en tant que salarié, qui veut vraiment aider au développement de sa localité, mais il faut aussi l'encourager. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, quand on va essayer de trouver un cadre juridique pour tout cela, où ça sera un emploi salarié, finalement, on ne va pas tous courir pour arriver dans les conseils municipaux à ce rythme-là? Pas forcément. Parce que si on paye 150 000, je vous assure, je ne travaille plus. C'est la dernière intervention, s'il vous plaît. Et puis vous répondez en passe à Barry. Mais il n'y a pas seulement que, comment on appelle, les réunions du conseil. Il y a des conseillers municipaux qui signent sur les extraits du jour, comment on appelle, chaque jour. À part le conseil, il y a d'autres choses. Mais ils n'ont rien. C'est eux qui tiennent la mairie. Sans les conseillers municipaux, il n'y a pas de mairie. Très bien. Donc, il faut quand même les intéresser. Barry. Alors, monsieur le conseiller municipal. Monsieur le président. Monsieur le président, pardon, excusez-moi. En dehors de votre demande financière, est-ce qu'il y a d'autres demandes que vous faites à l'endroit des autorités? Oui, mais nous avions formulé une demande, mais le ministre de l'Intérieur, que je voudrais saisir l'occasion à qui je vais dire merci, parce que dans nos demandes, nous avions formulé la confection des cartes professionnelles. Et quelques temps après la mise sur pied de notre organisation, le ministre de l'Intérieur a pris la décision de faire confectionner les cartes professionnelles. Parce qu'avant ça, on n'en avait pas de cartes. On subissait les humiliations, les tracasseries policières. Parce que tu ne peux pas prouver à travers une carte que tu es conseiller municipal. On n'en avait pas. Et donc nous choisissons cette occasion pour dire merci au ministre de l'Intérieur qui a bien voulu confectionner les cartes. Et l'opération a commencé depuis 2 semaines. Elle se poursuit. Et elle se passe très bien. Très bien. Oui, Gandhi? Ouais, monsieur May, moi je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est-à-dire que vous voulez l'amélioration de vos conditions financières, mais jusqu'à ce jour, concrètement, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? À l'État de Côte d'Ivoire? Concrètement. Concrètement, nous demandons la prise du décret de la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l'ordonnance numéro 2023-605 du 15 juin 2023, précisément en ses articles 49. Cet article est clair. Cet article dit que les conseillers municipaux, après chaque réunion du conseil, devraient avoir droit à une indemnité de transport et de présence. Le décret n'a pas été pris. Jusque-là, on continue de percevoir les 10 000 francs. Alors, ma question, je reviens encore un peu parce que j'essaie de réfléchir. Il a dit, lorsqu'il y a des élections, on se bat pour être sur les listes municipales. Et après, on fait l'élection du maire. Les gens luttent, ils envoient les papiers et tout. Pourquoi est-ce que ça ne régresse pas? Il n'y a pas l'intérêt continu, l'engouement continue, alors que les conditions pécuniaires ne sont pas au point. Comment expliquer donc cette dichotomie? Est-ce que vous gagnez quelque chose d'autre que nous, qu'on ne voit peut-être pas, au-delà des 40 000 francs l'année? C'est d'abord un honneur d'être sur une liste pour participer à une élection organisée en Côte d'Ivoire. Mais quand vous finissez de participer à ces élections et que on se disait que logiquement, après les réunions du conseil, les conseillers allaient recevoir quelque chose. Quelque chose, vous pensiez à quoi concrètement? Par exemple, aux avantages. Lesquels? Par exemple, les indemnités, par exemple, de transport, indemnités de présence, indemnités suite aux signatures sur les documents administratifs. Mais jusque-là, c'est seulement que 10 000 francs seulement que nous percevons. Daouda, allez-y. Ok, merci beaucoup. Parce que moi, je suis un peu embêté
J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. J'ai participé à un conseil municipal. Et les gens qui étaient membres de ce conseil-là, à chaque conseil, ils viennent pour influencer la politique locale de leur société. Ils veulent avoir de bonnes conditions de vie pour tout le monde. Mais là, je suis un peu inquiet. Dans le cas de nos conseillers municipaux, nous sommes en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On veut avoir des conditions bien pour nous. Finalement, où est-ce qu'on met la communauté dans tout ça? Parce que je pars du principe que, et ces conseillers municipaux aux États-Unis, c'est dans l'Utah d'Iowa, là-bas, ils travaillent tous. Mais quand il y a le conseil, chacun vient pour dire, moi je veux qu'on arrête ça dans cette commune. Est-ce que ce sont les mêmes conditions de vie? Est-ce que c'est le même mindset? Est-ce que nous sommes, voilà. Le principe d'un conseil municipal ne peut pas changer d'un État à un autre. D'un continent à un autre, selon vous. Il va réagir? Au fait, c'est plus bien de la communauté. L'exemple que M. Daouda prend, c'est l'exemple des États-Unis. Les États-Unis sont un pays développé. Sont des États développés. Tout à fait. Or, la Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. Tous les régimes qui se sont succédés en Côte d'Ivoire ont toujours œuvré pour le développement de la Côte d'Ivoire. Du Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, au président Alassane Ouattara, tous ces présidents ont travaillé pour qu'on aille vers un développement réel. Mais or, on nous a toujours dit que les conseillers municipaux sont des agents de développement. Je ne peux pas comprendre que ceux qui sont censés renforcer ou bien accompagner l'État dans sa véritable politique de développement sont laissés pour compte. Est-ce que justement le fait de dire qu'ils vont percevoir 10 000 francs après chaque conseil ne répond pas à une idée première de ce que Daouda explique, qu'ils viennent pour servir la nation, ils viennent pour servir la communauté? Ils n'ont se servi. Mais il n'y a... Non, on n'est pas arrivé là-bas. Pas pour se servir. Parce que je prends l'exemple. Quand vous allez au conseil, je prends deux communes. La commune de Satama-Sokora, derrière Boaké, et la commune de Bangolo. J'ai été élu en avril 2013. J'ai eu à participer à ces conseils. Mais quand vous allez au conseil, pendant que les conseils se tiennent, les lieux des conseils sont entourés par les populations. Au sortir de ces conseils, ils vous tendent des ordonnances. À qui ils tendent ça? C'est aux conseillers municipaux. Mais ce n'est pas dans les 10 000 francs que les conseillers municipaux enlèveront pour apporter soutien à ces populations-là. Or, on parle de développement. Pourquoi on parle de développement? Les populations doivent pouvoir se soigner. Donc le conseiller municipal, selon vos propos, lui-même n'arrive pas à tenir ses propres charges et la population lui demande sur les 10 000 francs de partager avec vous. Oui. Donc pour vous, est-ce que vous pensez que votre combat va porter? Nous pensons que notre combat va porter. Est-ce que le ministre est informé puisqu'il a aidé déjà à avoir une carte? Déjà le lundi 8, nous avons été, lundi passé 8 juillet, nous avons été reçus par le directeur général de la décentralisation et du développement local, M. Yapi Fidel. Au cours de cette rencontre, nous avons longuement échangé et sur les conditions de vie et de travail des conseillers municipaux. Il nous a demandé très rapidement que nous nous fassions passer et que nous nous transmettions nos doléances. C'est cela. Et nous nous apprêtons à lui transmettre nos doléances afin que les conseillers municipaux travaillent dans des conditions décentes. Très bien. Donc vous pensez que le combat va aboutir? Oui, ça va aboutir parce que le ministre même, à travers, selon les dits du DGDDL, c'est à la demande du ministre que le directeur général de la décentralisation nous a reçus. Très bien. Et donc nous pensons que déjà nous avons une oreille attentive au niveau des pouvoirs publics. Merci infiniment d'être venu nous parler de votre problématique, en espérant que cela puisse trouver bon son dans l'oreille des décideurs. Vous êtes M. May Kelassar, conseiller municipal de la commune de Koumassi et président de l'UNACOMSI. Merci. Avec vous, on parlait donc des conditions de vie des conseillers municipaux de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Merci. Après donc le conseil municipal et le débat, doivent-ils ou ne doivent-ils pas? Parlons maintenant cinéma, messieurs, avec Alain Guicou, qu'on a l'habitude de recevoir sur ce plateau. Le film, la bande-annonce a lancé, c'est donc Une étoile, une histoire, programme hebdomadaire qui sera lancé à partir de demain sur Live TV et la TV d'Orange. Hi Alain, comment ça va? Hi Christelle, comment tu vas? I'm good, je vais bien. Alors, de quoi s'agit-il? Une étoile, une histoire, déjà la thématique. Déjà la thématique, il s'agit d'une docu-fiction. Okay. Ça veut dire que c'est une bio. Oui. On a recruté, enfin on n'a pas recruté, on a interviewé des légendes, nos icônes, qui nous ont parlé de leur vie, comment ils sont arrivés
au sommet. Au sommet. Et souvent, nos jeunes, quand ils voient sur les réseaux sociaux des personnes, des légendes réussies, ils se disent que c'est un peu facile. Non, c'est pas facile. Il y a toute une détermination derrière, il y a toute une volonté derrière. C'est pour cela qu'on a fait ce docu-fiction. C'est comme un iceberg. On voit juste le bout, mais en bas, toute la souffrance, le travail fait, la passion, on ne le voit pas. Justement, on regarde bande-annonce. Pour cette saison inédite, nous allons découvrir la créativité du prince du désert, Alpha Dy. Je veux faire un défi dans le désert. Il m'a dit, Alpha Dy, mais ton projet m'intéresse. Comment Boiri Michel a abandonné son diplôme d'informaticien pour le cinéma. C'est pas parce que j'ai échoué ailleurs que je vais faire du théâtre, mais ça me vient du cœur. Nous allons savoir comment le bad boy du groupe RAS Turbo, lors d'un voyage, a reçu l'appel de Dieu. Et il y a eu un vent impétueux. Pour moi, c'était la fin. Plusieurs millions de fans à travers le monde ont vu notre grande Dobé Niaouré remporter le Graal, les Grammy Awards. Parce que du moment où elle a pris la chanson, du moment où on lui a envoyé les pistes, du moment où on a signé, 2 jours après, j'étais à Washington. Le succès peut venir parfois de grande détermination, comme l'a fait notre grande et talentueuse Adrienne Couture. Prends tes affaires, tu quittes chez moi. Moi aussi, j'ai dit, si je dois faire mon théâtre, c'est ici que je vais rester parce que c'est toi qui m'as mise au monde. On peut parfois puiser dans nos émotions pour réussir notre passion, comme l'a fait George Benson. Dis à papa que je suis à Paris. Dis à maman. Je leur demande pardon, mais je suis à Paris. On peut devenir une grande personnalité comme Irielou, peu importe notre niveau d'études. Aller chez Oufoué, aller chez la grande sœur d'Oufoué, Mamie Fête, tout ça, ça m'a permis d'avoir les liens entre les autorités. Et le résultat peut être magique, comme le leader du groupe Magic System, Asalfo. La réception à l'Élysée avec le président Chirac, le premier concert aux Zénith, c'était comme un conte de fées. Votre nouvelle docu-série disponible sur la TV d'Orange et à voir les samedis sur Live TV, la télé sans filtre. Bravo, bravo, bravo. Franchement, chapeau bas. Je suis déjà debout, mais je fais quand même un standing ovation. Merci. Bravo. Pourquoi? L'initiative est magnifique. Ça permettra justement à cette jeune génération, aux jeunes, de voir que seul le travail paie et qu'on ne devient pas, comme on dit, il parlait des États-Unis, on ne becoming pas comme ça. Voilà, il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de succès spontané. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses, toute une histoire. Et qui va changer les paradigmes. Daouda, un mot. Non, mais je suis stupéfait parce que c'est rare pour moi. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde notre génération qui est en perte de valeur morale, je pars du principe que ce docu-là va véritablement aider beaucoup de personnes. Parce que nos jeunes aujourd'hui sont devenus tellement envieux que finalement, quand on va voir le parcours de Dobé Niaouré, j'ai vu Irielou Colette, père à son âme qui est décédée, mais c'est une femme battante qui a fait des choses. Mais franchement, je pense que son histoire va inspirer. Franchement, je n'ai aucune question à vous poser. Je vous dis simplement. Mais c'est vrai, bravo. quoi, franchement. Non, je peux me lever et partir. Non. Non, mais est-ce que ça a été... Mais quand même, venir ça poser des questions là. Mais finalement, concrètement, est-ce que pour avoir toutes ces personnes, les suivre un peu partout, est-ce que ça a été facile? Non. Quels ont été les défis et les challenges? Ça n'a pas été facile. C'est ça aussi la particularité de ce programme, parce qu'on a fait environ 16 numéros sur 4 ans. Ah. Waouh. Sur 4 ans, parce qu'il fallait voyager, il fallait avoir la documentation, il fallait aussi avoir derrière aussi faire un casting pour rechercher des profils, des sosies de ces icônes-là. C'était pas évident. Parce que c'est la docu-fiction. Voilà. Ouais, ceux qui ne sont pas là, comment on les représente, ou comment on les représente justement dans une scène théâtralisée pour bien faire passer le message. En fait, les icônes racontent leurs histoires. Voilà. Et pendant qu'ils racontent leurs histoires, les moments phares, les moments vraiment importants de leurs histoires sont illustrés par des petits films. Et ce sont leurs sosies qui jouent leur propre rôle. Alors, la première diffusion, c'est demain, sur la FTV et la TV d'Orange. Est-ce qu'on a l'heure, justement, de diffusion?
C'est 20h. 20h. Donc 20h. demain, à partir de 20h, restez calés sur les antennes de Live TV, justement, pour voir. Et le premier épisode parlera de qui, justement? Ah, le premier épisode parlera de Izobo Junior, une icône. Oh my God, thank you. Et là, pour Yves, on a l'extrait, enfin, je ne sais pas si on a un extrait ici, on a l'histoire, la partie de son histoire où il a été attaqué chez lui. Oui. C'était un peu comme un film d'action. On a monté ça comme un film d'action. Merci beaucoup. En tout cas, bravo à vous. Encore, bravo. ouais, on va l'applaudir. Bravo Alain Guicou. Et bravo à Live TV, justement, pour avoir eu le nez creux pour saisir cela. Et la TV d'Orange. Merci beaucoup Alain Guicou. Toujours au taquet pour les meilleurs projets. Toujours. Bravo. Merci. Alors, messieurs, après avoir parlé cinéma, on reste toujours dans le domaine de la culture. Vous restez, Guicou, justement, avec nous. Et alors, je parlerai maintenant de la fondation Jackson Family. Michael Jackson, évidemment, donc Jackson Family. Et le sosie officiel de l'artiste qui était donc, qui honorait le roi de la pop. Où ça? Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, feu Michael Jackson était où? À Krenjabo, à Boisseau. Donc, un petit élément et on se retrouve tout à l'heure. Le 25 juin 2024, la Fondation Jackson Family, en collaboration avec la Mutuelle des originaires de Krenjabo et une délégation du ministère de la Culture, a marqué une étape mémorable en honorant Michael Jackson par la pose de la première pierre d'une stèle commémorative de 6 mètres de haut à Krenjabo. Cet événement s'est déroulé en présence de Wang Jackson, sosie officiel du roi de la pop et sous la bienveillance du roi du Saint-Louis. La cérémonie de pose de la première pierre, qui coïncide avec l'anniversaire de la mort de Michael Jackson, a été un moment solennel et émouvant. Avec la vie qu'il menait de toujours penser aux autres, pour lui il était nécessaire de penser à Krenjabo et à la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi un dîner gala qui est prévu en fin d'année avec l'arrivée pour l'inauguration et la participation des frères Jackson, de la famille Jackson. Et à cette occasion de cette fin d'année, lors d'une conférence de presse à Abidjan, Marcel Kwamenan, président de la fondation Jackson Foundation Family Group, a indiqué que cet hommage à Michael Jackson à Krenjabo n'est que le début d'une série d'activités prévues par la fondation Jackson Family. Lors de son séjour en Côte d'Ivoire, Wang Jackson a gratifié au public en présence de la presse les différents pas de danse du légendaire Michael Jackson. Alors, messieurs, réaction, on a eu le sosie de Michael Jackson, la famille Jackson invitée, attendue à Abidjan en fin d'année pour l'inauguration. Le sosie qui danse aussi bien hein, que celui qu'il représente. Pourquoi vous ce sourire, Daouda? Non, j'aimerais avoir vos impressions. Non, je souris pas parce que c'est pas la danse, mais je vais dire c'est l'histoire parce que. Il se ressemble aussi avec le parce sosie. que en son temps, de son vivant, Michael Jackson lui-même, après avoir fait un test ADN, les souches ont montré que ces sources venaient de la Côte d'Ivoire et précisément de Krenjabo. Je pense que c'est toujours intéressant quand on voit sa fondation revenir sur les pas pour essayer de terminer ce qu'il avait commencé. Je pense que c'est une très bonne chose et je pense que les populations de Krenjabo le rendent bien. Et puis bon, avec la présence du sosie lui-même, du roi. J'ai même vu en son temps le Aka Awole, le ministre Aka Awole qui était là-bas aussi. Pour moi, c'est une très bonne chose. Si en tout cas ça peut apporter quelque chose à Krenjabo, je dis big up à la fondation Michael Jackson. Alors, Barry, quand vous voyez le sosie qui est là, le faire venir, est-ce qu'on n'est toujours pas en train de dire on aurait aimé que Michael soit encore là? On aurait aimé qu'il soit là, mais c'est la vie, qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais je pense que cette activité-là, c'est une opportunité de branding pour le Krenjabo et pour la Côte d'Ivoire. Parce que Michael Jackson, ce n'est pas mon grand frère du quartier. C'est une icône interplanétaire, voilà. Donc, le seul fait de coller le nom Jackson à Krenjabo, à Boisseau et à la Côte d'Ivoire, c'est une forme de branding. Parce que c'est clair, ils l'ont dit lors du dîner gala, la famille, les frères Jackson seront là. Donc, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui va être vendue et précisément du royaume du Krenjabo. Alors, Alain Guicou, réaction, et on va prendre celle de Koué également pour terminer. Je pense que le sosie est parfait. Oui, il a les mêmes tics. Les mêmes traits, Les mêmes traits, les mêmes tics. Et aussi, comme ils l'ont dit, c'est un symbole fort pour la Côte d'Ivoire parce que Michael, on l'appelle le roi de la pop. Et c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui... Non, le clip vidéo. Ok. Oui, c'est lui qui a inventé le clip vidéo. Donc,
c'est une personnalité vraiment importante pour le monde musical et le monde de la culture mondiale. Oui, Gandhi? Christelle, moi, ce que je voudrais dire à travers cette étape de Michael Jackson, il faudrait qu'on puisse vivre aussi en fait, d'autres Krenjabo. Pourquoi pas un jour aller à Dabou, à Gagnoa, et qu'on ait aussi des icônes en fait, qui viennent se ressourcer. Il va falloir qu'ils fassent le test ADN. Voilà, justement. à Dabou, à Gagnoa, au Dîner. Pourquoi pas? Donc, je pense que ça, effectivement, comme Barry l'a dit, ça révalorise vraiment la culture ivoirienne parce que Michael Jackson n'est pas n'importe qui, en fait, dans le monde. Est-ce que tu peux mettre une question? Mais vraiment, une question, ça va être chaud parce que là, vraiment, notre temps est imparti. En tout cas, merci beaucoup. Daouda, il est déçu, je sais, comme d'habitude. Non, comme je dis ça, ce vendredi, je suis déçu. Alain Guikou, Gandhi Koué, merci d'être venu. On se retrouvera donc lundi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et les programmes continuent sur Live TV. Dieu nous garde. Au revoir.